Bonsoir à tous. Écoutez, moi je suis ravie de vous retrouver pour cette pause philo, parce que maintenant c'est le rendez-vous, j'ai presque envie de dire, traditionnel qui nous réunit à la librairie Charlemagne. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est la première fois que je vais dialoguer avec une philosophe, donc c'est bien, on va rester un peu dans notre, dans notre sphère, en essayant de ne pas justement trop plomber le débat. Hein. J'ai bien compris que pour certains c'est peut-être une inquiétude. En tout cas, la question de l'agir gratuitement est une question qui est importante parce qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'il n'y a plus d'actes désintéressés. Et c'est ce que propose justement d'aborder cet ouvrage, dont on va parler largement. Et c'est vrai qu'en tant que... Alors c'est bien parce que ça met une sorte de lien comme ça entre nous, c'est que vous publiez un ouvrage qui s'appelle « Agir gratuitement, la grande illusion ». Je publie un ouvrage sur la citoyenneté où je dis justement qu'il y a un ego à déconstruire pour pouvoir repenser des actes, peut-être pas forcément gratuits, mais des actes en tout cas. Donc nous avons une problématique quasi identique, à la différence que nous l'abordons bien évidemment par rapport à des prismes différents. Moi c'est l'histoire et le politique, et pour votre part c'est plus du point de vue de la nature, puisque la tentative serait de démontrer qu'il y aurait une morale naturelle. Alors j'ai une première question, parce qu'il y a quelque chose qui m'a laissé perplexe au début de votre ouvrage, c'est la question de la définition de l'homme, puisque l'homme ne descend pas du singe, il est un singe. Est-ce que vous pouvez un peu préciser votre... Parce que quand on commence comme ça, on se dit, tiens, l'agir gratuitement, on est dans le monde de l'animalité, là. Donc, oui. Qu'est-ce que vous pourriez nous en dire? Alors, je pense que pour la philosophie traditionnelle, ce point de vue peut paraître choquant, mais justement, mon travail, depuis de nombreuses années, a consisté justement à m'intéresser aux travaux dans le domaine de la primatologie, dans le domaine des sciences sociales. Et je ne pense pas qu'on peut avoir un point de vue absolu fondé sur la raison philosophique pour montrer qu'effectivement certaines actions peuvent être désintéressées. Donc mon angle d'attaque en fait a été le suivant. J'ai d'abord voulu montrer qu'il y avait effectivement des degrés dans l'acte altruiste. Et je me suis intéressée aux héros et aux saints. Et ce que j'ai voulu montrer, c'est que ces personnes-là, justement, agissent de manière complètement désintéressée et gratuite, c'est parce que en fait elles se vouent entièrement à leur cause et elles ne pensent pas à elles-mêmes. Donc j'ai choisi trois figures. Ensuite, pour montrer justement qu'il y avait une possibilité de l'altruisme, il fallait non pas aller voir du côté de la raison, mais justement aller voir du côté de l'animal. Et là, les travaux en primatologie qui se développent de plus en plus, on en sait beaucoup plus il y a 30 ans sur les grands singes, nous apprennent beaucoup. Et nous apprennent en fait que l'homme n'aurait pas le primat de la moralité, mais que certaines conduites chez les grands singes, chez les dauphins, chez les rats, témoignent d'une grande intelligence et surtout de ce que j'ai appelé l'empathie. Alors ça se développe beaucoup, il y a beaucoup de réflexions aujourd'hui qui vont de pair avec la réflexion sur l'éthique animale. Et donc bien sûr, j'essaie de convaincre, mais j'ai essayé justement de montrer, à travers des écoles différentes, par exemple l'école du devoir, l'école par exemple de l'intérêt, donc il y a des expériences très, très rigolotes dans le domaine de la psychologie sociale, et bien qu'on pouvait effectivement défendre des thèses altruistes, ou alors au contraire être pessimiste sur la nature humaine. Et en fait ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait j'ai une position modérée. C'est-à-dire que je pense qu'effectivement, pour le commun des mortels, il existe des actions désintéressées, donc ça j'essaierai un peu d'expliquer, mais pas pures. Elles ne sont pas purement désintéressées, parce que quand on fait quelque chose, on va éprouver du plaisir. Voilà. Donc c'est pour ça que c'est modéré. Alors oui, j'entends bien, mais revenez quand même, je reviens à ma question, parce que j'insiste là-dessus. Vous vous êtes intéressé donc au rapport sur les singes, la primatologie, etc., on est bien d'accord. Mais pourquoi dire que l'homme ne descend pas nécessairement un singe, mais il est singe? Ça veut dire qu'il est dans la singerie, il peut mimer, est-ce qu'il est le singe? C'est peut-être une précision importante, parce que ça c'est ce que vous nous dites dès la deuxième page, donc c'est intéressant de savoir de quel homme vous parlez quand vous évoquez l'agir gratuitement ou avec empathie ou sympathie. Disons que les philosophes, en gros, ont l'habitude qu'on oppose les catégories strictes. D'un côté, il y aurait donc la nature, et de l'autre, il y aurait la civilisation. Et nous, dans notre culture occidentale, on a intériorisé cela. On va dire que depuis le XVIIe siècle, avec Descartes, hein, c'est quand même le penseur fondamental, on a dit, bon, l'homme a une technique, il va s'en rendre comme maître et possesseur, et à partir de là, il sera dit civilisé.
en fait, cette façon de penser, elle ne nous fait pas comprendre finalement que l'homme, c'est ce qu'on appelle un animal humain. Et donc, il faut distinguer un animal humain d'un animal non humain. Et donc, effectivement, les grands singes, ils appartiennent à cette catégorie, on va dire, d'animaux qui sont non humains. Et on peut retrouver, alors il y a des études chez France de Waal, hein, et beaucoup de PIC en primatologie, qui montrent vraiment qu'il y a des analogies, alors c'est l'âge de l'empathie par exemple, hein, qu'il y a des analogies entre le comportement d'un bonobo et d'un chimpanzé, et France de Waal va jusqu'à dire, et moi je suis tout à fait d'accord, alors je ne sais pas si vous allez vous y reconnaître, que nous sommes entre le bonobo et le chimpanzé. On dit que dans l'enfance, une éducation, et ça je voulais venir un petit peu plus tard, mais puisque vous y êtes déjà, on va y aller, vous dites quand même que quand on fait l'analyse de ceux qui seraient, disons, avec des profils de nazis potentiels, ce serait ceux, vous prenez l'exemple notamment d'un nazi fort connu, qui se retrouve dans la situation, selon vous, d'être dans cette disposition à ce fanatisme et à ces actes de cruauté qu'il peut commettre, parce qu'il a eu une éducation, on va dire, très rigide, voire psychorigide, et qu'il a eu l'habitude, ou en tout cas qu'il a intégré l'idée d'une obéissance absolue. Et que cette obéissance absolue dès l'enfance donne la possibilité pour lui, finalement, de n'être que ça. Moi, je m'interroge là-dessus parce que, bien évidemment, vous prenez une position, je suis d'accord que vous pouvez la prendre, mais il va falloir que je prenne le contre-pied. Parce que si vous définissez l'homme comme étant un animal, qui résout ses conflits uniquement à la façon d'un chimpanzé ou d'un bonobo, il va falloir que je fasse aussi la part d'Aristote en disant il y a aussi un animal raisonnable, parce que la différence entre le bonobo peut-être et un homme qui tue, l'homme au moment où il agit, il porte sur son acte une signification. Je ne dis pas que l'animal n'y arrive pas, mais il porte une signification peut-être morale. Est-ce que l'animal a vraiment une notion du bien ou du mal, si ce n'est une notion instinctive du bien et du mal? Ça, c'est des choses qu'on pourra développer ultérieurement. Mais vous dites quand même que cette éducation, pour revenir à ce que vous disiez à l'instant, est une éducation qui porte à être dans l'obligation de se soumettre, et ça se répercute dans l'âge adulte, dans le nazisme. Non, j'ai pas eu nuancé. Là, en fait, je faisais référence à un livre qui s'appelle La mort est mon métier, que j'avais lu dans l'adolescence. Et ce livre est très intéressant parce que finalement, il interroge une morale qui serait simplement une morale du devoir, une morale de l'obéissance. Et finalement, il met en avant une sorte de peur. Il prend l'exemple effectivement d'un enfant qui aurait d'abord eu une éthique protestante et ensuite qui serait devenu officier et qui se serait finalement défini comme un technicien de la mort, ce qui est grave moralement parlant. Et ce que veut montrer quand même l'auteur, c'est un petit peu la part qui doit revenir dans l'éducation à l'autonomie et à l'obéissance. Et justement, ce que j'ai essayé de dire, c'est qu'il n'y a pas de modèle idéal de l'éducation et qu'on vise tous plus ou moins à développer ce qu'on appelle une autonomie. En revanche, là je maintiens l'idée que ce n'est pas parce qu'on atteint un degré de civilisation, et c'était le cas de l'Allemagne, bon, tous les Allemands n'étaient pas nazis, que cela va nous préserver du mal. Donc à force d'avoir mis en hauteur toujours la raison, d'abord on peut effectivement être victime d'une sorte de supériorité, mais surtout ça ne préserve pas justement du mal et des horreurs, parce qu'il y a un calcul de la mort dans les camps nazis. Et voilà, il y a des calculateurs. Et ces gens, justement, ces nazis, et déjà Hannah Arendt en parlait, ils manquent d'empathie. Ils ne sont pas forcément inintelligents, c'est ça qui est grave. C'est qu'ils n'ont pas une sensibilité qui les porterait à venir au secours d'autrui. Et ils ont en fait un comportement paradoxal, ce que disent certains auteurs. Ils se comportent comme il faut avec leurs enfants, avec leurs femmes, et ensuite ils sont capables de se comporter en bourreaux.